Salut les gens. Dimanche 11 août, c'est-à-dire dimanche prochain, pour la fête de l'Aïd el-Kébir, environ 200 000 moutons seront égorgés rituellement dans le silence assourdissant des associations de protection animale et surtout des véganes, pourtant si prompts à emmerder les bouchers traditionnels. En tant que viandard assumé, je ne vais pas avoir l'hypocrisie de m'indigner de ce massacre programmé, et je ne vois pas au nom de quoi je supporterai l'agneau de Pâques ou de Pessa, la dinde de Noël, la poule au pot du dimanche, et pas le mouton de l'Aïd. On peut bien entendu, pour des raisons éthiques, ne pas accepter qu'on abatte des animaux pour les manger, mais en consommant de la viande régulièrement et sans complexe, je ne vois pas au nom de quoi je m'indignerai que les musulmans en fassent autant. Non, ce qui me choque dans cette fête, ce n'est pas tant le massacre annoncé que les conditions sanitaires et légales dans lesquelles il va avoir lieu avec une parfaite hypocrisie et même lâcheté des pouvoirs publics. Et ma colère est bien plus tournée contre l'État qui, encore une fois, courbe l'échine et veut à tout prix éviter les vagues d'une communauté réputée comme revendicative et turbulente, que contre les musulmans qui ont compris depuis longtemps qu'il leur suffit souvent de tousser un peu fort pour que l'État se couche. Les chiffres sont extrêmement difficiles à trouver, tant un couvercle vertueux est posé sur les conditions de cette fête. Vous savez comme l'État aime cacher ou travestir les statistiques ethniques ou religieuses quand elles ne correspondent pas à son idéologie et qu'elles risqueraient d'agacer certaines personnes. Je ne vous donnerai donc que des approximations obtenues à force de recoupement grâce à l'excellent travail d'Alain de Peretti, le fondateur de Vigilance Halal, qui est sans doute un des meilleurs spécialistes du marché du halal en France, et sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Vous savez sans doute que l'abattage d'un animal aux fins de consommation est extrêmement réglementé en France, et que même le traditionnel cochon tué par le paysan une fois par an n'est qu'une tolérance laissée à la discrétion des mairies et de la gendarmerie qui peut très bien, si elle le désire, décider de verbaliser les contrevenants. En France, seuls les abattoirs homologués sont autorisés à tuer des bêtes destinées à la consommation, et les règles vétérinaires et d'hygiène sont devenues tellement strictes depuis une trentaine d'années que beaucoup de petits abattoirs locaux ont dû fermer faute d'avoir les moyens de se mettre aux normes. Et c'est d'ailleurs sans doute la fermeture de tous ces petits abattoirs locaux qui explique ce dont je vais vous parler maintenant. Figurez-vous que ces règlements très stricts, et ceux d'entre vous qui travaillent ou qui ont travaillé en restauration, comme moi, ou dans les commerces de bouche, boucherie, charcuterie, etc., savent combien les services vétérinaires sont habituellement intransigeants. Eh bien, ces services deviennent soudainement très laxistes, et les règles très strictes qu'il faut normalement respecter deviennent, le jour de la fête de l'Aïd, dérogatoires. Sur les 200 000 moutons qui vont être sacrifiés rituellement, à peine 80 000 le seront dans des abattoirs traditionnels et homologués. Le reste sera tué soit directement à la maison, environ 40 000, puisqu'une tradition musulmane veut que ce soit le chef de famille qui tue lui-même l'animal sacrifié, soit dans des abattoirs temporaires, c'est-à-dire la plupart du temps sur un champ, un terrain privé, un parking, un terrain de sport communal, qui auront reçu, en dépit de toutes les règles d'hygiène habituellement si strictes, l'autorisation préfectorale d'être mise en place. Les plus cyniques pourraient dire, bon, après tout, les règles d'hygiène, on s'en cogne, s'ils veulent manger de la viande pourrie, ça les regarde. Mais ce serait méconnaître totalement les risques sanitaires que ce genre de pratique fait courir, non pas uniquement à ceux qui vont manger ces moutons, mais à tous. Le sang est un des meilleurs milieux de culture qui existent pour les microbes.
On cultive par exemple en laboratoire des souches microbiennes sur ce qu'on appelle de la gélose au sang. Et les abattoirs sont tous équipés de systèmes pour traiter le sang afin d'éviter les risques de contamination. Or, dans les abattoirs temporaires, presque toujours en plein air, le sang des dizaines, voire de centaines de bêtes abattues s'écoule librement dans la nature. Avec la chaleur du mois d'août, vous imaginez à quelle vitesse les bactéries et microbes s'y développent à l'air libre. Et que voit-on dans la nature en pleine chaleur sur du sang ou des déchets organiques? Des insectes, des mouches, des moustiques qui se régalent et qui viendront après se poser sur notre nourriture ou nous piquer. Alors, ça ne vous semble toujours pas grave si un abattoir temporaire est installé dimanche prochain à 100 mètres de votre habitation, de votre cuisine, de la chambre de votre bébé? Ça ne vous semble pas délirant qu'on passe son temps à nous rappeler les règles de la chaîne du froid, des tas de règles d'hygiène, etc. Et que dans le même temps, on laisse des insectes gorgés de matière fécale ou de sang frais potentiellement contaminés se promener sur notre steak ou sur la joue de notre enfant. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule? Et alors surtout, n'allez pas m'accuser d'islamophobie, je vous garantis que les microbes sont parfaitement laïques. Maintenant que nous avons parlé du sang, on peut aussi parler de ce qu'on appelle les panses vertes, et qui sont les boyaux et tout ce qu'on trouve à l'intérieur de l'animal. Elles nécessitent normalement les mêmes traitements que le sang, et les abattoirs payent généralement des équarrisseurs pour s'en débarrasser quand ils ne sont pas eux-mêmes équipés d'incinérateurs pour les traiter sur place. Néanmoins, vous verrez dimanche, si vous avez la malchance d'habiter à côté d'un abattoir provisoire, que généralement ces panses vertes sont laissées à même le sol, en espérant que les renards ou les corneilles ou les corbeaux feront le ménage. Revenons-en à l'abattage domestique, c'est-à-dire celui pratiqué par le père de famille, dans sa maison ou parfois même, bien entendu, dans son appartement, avec égorgement dans la baignoire. Il se trouve, lui aussi, confronté au problème de la peau et des déchets. Alors, assez logiquement, afin d'éviter que tous ces déchets se retrouvent jetés clandestinement n'importe où, les mairies, comme Lille, Roubaix, Tourcoing, mettent à disposition des bennes, en plein soleil bien sûr, chargées de recueillir tous ces déchets. Vous imaginez l'odeur à midi, en pleine ville, sous le cagnard et sous les mouches. Mais poussons le raisonnement un peu plus loin. Si votre chat ou votre chien meurt de sa belle mort, et que, un peu salopard, vous décidez de vous en débarrasser dans une poubelle, savez-vous ce que vous risquez? Une amende pouvant monter jusqu'à 3 750 €, comme dit sur le site du ministère de l'Intérieur, je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Alors, il est donc clair, article L226.1 à L226.9 du Code rural et de la pêche maritime, qu'il est formellement interdit de jeter la dépouille de son animal dans une poubelle, un égout ou tout autre lieu. Les mairies, en mettant des bennes à disposition pour recevoir ces déchets, se mettent donc volontairement hors la loi en étant complices de la constitution d'un délit. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elles sont incapables d'avoir la volonté de faire respecter la loi sur leur commune face à des comportements qui n'ont pourtant pas lieu d'exister en France. Alors certes, sur le papier, ces abattoirs temporaires sont encadrés. Et les règles sont données, et ces règles sont censées être respectées, et les services vétérinaires sont censés les faire respecter. Par exemple, sur chaque lieu d'abattage, un vétérinaire de la DDAS doit être présent afin de vérifier que les règles minimum d'hygiène sont respectées, et il doit même faire cesser l'abattage si jamais elles ne l'étaient pas. Maintenant, deux questions. D'abord, peut-on raisonnablement penser qu'en pleine vacances du mois d'août, on va trouver assez de vétérinaires pour surveiller pendant toute la journée? Il ne s'agit pas juste de venir passer, faire un coucou le matin, de voir si les installations ça va et de se casser. Non, il faut un vétérinaire pendant toute la durée de l'abattage.
Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'on va en trouver assez pour surveiller tous les lieux d'abattage provisoires qu'on crée en France à l'occasion pour tuer à peu près 120 000 moutons qui ne seront pas tués en abattoir traditionnel, hein. Ensuite, deuxième question. Imaginons Jean-Eudes, 26 ans, 1m72 pour 68 kilos, tout juste sorti de longues études, obligé de faire respecter les règlements sanitaires à 5 ou 6 égorgeurs halal, avec leurs longues lames affûtées, au milieu d'une centaine de familles, attendant leurs moutons dans l'excitation de la fête et du sang. Franchement, vous ne croyez pas que Jean-Eudes va être très vite persuadé que ce n'est qu'une sale journée à passer, surtout pour les moutons, et que le comptage des marguerites est une activité champêtre bien plus agréable que le cassage de gueule halal. De qui se fout-on ? Et puisqu'on parle de dérogation, il faut bien aussi aborder le problème de l'égorgement halal. Il est dérogatoire à 2 règles qui prévalent normalement en France. Les animaux doivent être étourdis et ils doivent être saignés. Pour ceux qui ne verraient pas vraiment la différence entre saigner et égorger, il n'est pas inutile de la leur expliquer. Saigner un animal revient à pratiquer une incision de chaque côté du cou, sur 3 ou 4 cm de profondeur pour un ovin, afin de trancher la carotide et la jugulaire, alors que l'égorgement consiste à trancher cou, muscle, nerf vagal, trachée, œsophage, jusqu'à la colonne vertébrale. C'est en fait une demi-décapitation, et ça se passe pour un mouton sur plus de 20 cm de profondeur. Alors si quelqu'un se demande encore où est la différence, il doit se poser la question de la mort qu'il choisirait entre se vider de son sang en étant inconscient ou se noyer dans son propre sang et les matières de dégurgitation stomacale et des poumons sans avoir été préalablement étourdi. Peut-on vraiment penser qu'une petite prière récitée par le sacrificateur atténue beaucoup la douleur ? Je sais bien que tuer un animal est par essence un acte violent et qu'il serait sans doute préférable de ne pas tuer. Mais quitte à le faire, n'est-il pas normal de choisir la méthode la moins traumatisante pour lui ? Pour finir, je vais répondre d'avance à ceux qui ne manqueront pas de me dire « Oui, mais c'est pas mieux dans les abattoirs normaux, j'ai vu des vidéos de L214 sur un abattoir où les bovins se débattent encore avec la gorge tranchée, le sang qui cycle partout, franchement c'est pas mieux. » Alors 2 choses à répondre à ça. D'abord, il est évident que, comme dans toute entreprise humaine, malgré tous les règlements du monde et malgré tous les contrôles, il y a des débordements dus à la nature humaine, qui n'est pas toujours très jolie, et surtout à des soi-disant impératifs économiques qui tentent de justifier l'inacceptable. Les règlements tentent de lutter contre ça, mais il est évident que les fraudeurs ont toujours un coup d'avance jusqu'à ce qu'ils se fassent choper. Et puis surtout, ce qu'a malencontreusement oublié de vous préciser L214 dans la vidéo à laquelle je fais allusion, c'est que ces images ont été tournées à l'abattoir Charal de Metz, qui se trouve justement être un abattoir 100% halal. Le silence de L214 sur cette petite précision est quand même étonnant. Je veux, pour finir, chaleureusement remercier Alain de Peretti, le président de l'association Vigilance Halal, sans qui je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Son association lutte pied à pied depuis 7 ou 8 ans contre le halal, avec déjà plus de 40 procès à son actif, dont des recours devant le Conseil d'État et les instances européennes. Aucune association, et surtout pas les associations animales, ne fait mieux le job qu'eux et ils méritent tout notre soutien. Ils ont déjà dépensé près de 70 000 € en frais d'avocat et de justice, et si vous pouvez participer un petit peu au combat, votre argent sera bien utilisé. Je vous mets en fin de vidéo aussi le site de l'association Vigilance Halal. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long, 15 minutes je sais, mais il y avait pas mal de choses à dire. Salut les gens!